Salut à tous, c'est Bismart. 3 grandes séquences, je vais vite parce que je veux laisser un maximum de temps à Maurice Bancel. Alors, fondateur d'Apsis, on va parler des centres commerciaux, le plus emblématique pour nous Parisiens en Ile-de-France, pardon, mais c'est quand même Beaugrenelle. Il se trouve, Maurice Bancel, que j'habitais là en plus. Donc j'ai vu la transformation totale du quartier. De la façon dont un centre commercial redonne vie à un quartier. Absolument. Ce quartier était mort. Bon, enfin voilà, on va parler du commerce. Ensuite, autre point très intéressant, Denis Ferrand, Rexecode, et la façon dont, vous allez voir, c'est intéressant quand même dans la période qui est devant nous, dont les entreprises, j'ai l'impression, sont en train de digérer le deuxième confinement et la possibilité d'un troisième confinement. Et puis on terminera avec l'un des hits justement du moment, c'est la Banque Digitale et c'est Boursorama. C'est parti, c'est Bismart. Donc Maurice Bancel, président fondateur d'Apsis, est avec nous. Bonjour Maurice Bancel. Alors, j'ai cité Beaugrenelle, mais à la limite c'est presque le plus petit par rapport à ceux qu'on va voir. Histoire incroyable, vous avez démarré en Pologne, hein, Maurice. Absolument, j'ai créé mon entreprise en 96 et à l'époque il y avait un moratoire sur les autorisations d'urbanisme commercial. Il fallait que je trouve un marché. Et donc je suis allé en Pologne avec ma petite valise et j'ai décidé de conquérir le développement de l'immobilier commercial dans ce pays. C'était à Łódź, je crois, c'est ça? Alors, j'ai fait mes premières opérations à Wrocław et Varsovie, puis après, j'ai fait cette grande opération à Łódź qui s'appelle Manufactura et qui a été décernée Grand Prix mondial de la rénovation urbaine. Donc, on en est très fiers. Parce que il fallait absolument que vous fassiez des centres commerciaux. Vous ne pouviez pas vivre sans faire de centres commerciaux. Ben, en fait, mon métier, c'est l'immobilier commercial. C'est mon métier, c'est surtout ma passion. Ouais, et donc, si vous voulez, il fallait absolument que je trouve des opportunités de développement, mais des centres commerciaux qui étaient déjà de nouvelle génération, puisqu'on a implanté en Pologne en 1996 les premiers centres commerciaux, commerce et loisirs. Ça n'existait pas en France. On a été les pionniers également du développement de l'immobilier commercial dans le milieu urbain ou en centre-ville, comme Manufactura, dont vous venez de citer, qui est en plein cœur de ville, 27 hectares, 200 000 mètres carrés. Ouais. On a complètement sauvé cette ville. C'est le cœur de la ville, oui, absolument. C'est le cœur de la ville. C'est le cœur de la ville. 18% de taux de chômage. On a sauvé cette ville parce que des tas d'entreprises sont venues s'implanter dans cette ville quand elles ont vu la qualité de la réhabilitation de cette friche industrielle textile que nous avons rachetée, que nous avons redéveloppée. C'est ça une solution alors pour nos territoires, Maurice Bancel, ces fameux territoires là dont on nous parle à l'abandon? Je pense vraiment que l'avenir, si vous voulez, du développement économique et notamment de l'immobilier commercial doit se faire en milieu urbain, en centre-ville, de façon à ce que nos villes qui bénéficient d'un capital architectural formidable, ça correspond véritablement à notre mode de vie. Nous sommes des Latins, nous avons une habitude de vivre dans la ville, nous sommes très attachés au lien social et on voit à quel point la période actuelle de crise sanitaire nous frustre terriblement dans ce domaine, le fait de ne pas pouvoir se rencontrer dans un restaurant, dans une salle de spectacle, etc. Et donc l'avenir, c'est véritablement de construire des quartiers mixtes, multifonctionnels, avec du logement, du bureau, recréer des éléments structurants de vie qui permettent, avec du commerce, de donner de la vie et de la dynamique à la ville. Et à ce moment-là, ça veut dire que le commerce de détail devient en fait partie prenante d'un centre commercial qui est en fait un cœur de ville. En fait, le mot centre commercial est à bannir, parce que si vous voulez... Non, mais vous gérez le cœur de ville comme on peut gérer aujourd'hui un centre commercial. C'est exactement ça. En fait, on reprend la philosophie qui a prévalu au développement de centres commerciaux en périphérie, on l'adapte au centre-ville et on crée un écosystème où vous pouvez habiter dans le quartier, travailler dans le quartier et consommer dans le quartier. Et cette consommation de surcroît, elle doit s'adapter aux nouvelles tendances de consommation actuelles. La crise est un accélérateur formidable des évolutions de tendances qu'on constaté depuis plusieurs années, mais la crise va accélérer ce processus et on pourra peut-être y revenir. Non, mais allons-y écoutez, tout de suite, parce que moi, ce qu'on constate, c'est que les commerçants, le retail traditionnel, on va dire ça comme ça, vont payer un très très lourd tribut à cette crise. C'est une manière pour eux de se relancer, alors? Absolument. Alors vous avez des secteurs qui sont en crise, le textile depuis 10 ans. Et la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer ce processus. C'est-à-dire la consommation de marques de textiles ne correspond pas forcément aujourd'hui aux attentes des consommateurs. D'abord parce qu'on a tous nos dressings qui sont pleins de vêtements et que le but, si vous voulez, de racheter tout le temps et en permanence et de renouveler cette proposition n'est pas forcément la priorité. Regardez tous les sites de revente d'occasion, regardez l'économie sociale et solidaire qui est très
très importante aujourd'hui. Donc il faut, si vous voulez, surfer sur ces tendances et proposer aux consommateurs des nouveaux concepts qui soient complètement adaptés à ce type de tendance. Ça peut être du textile, mais du textile totalement réinventé. Totalement réinventé, et puis tous les autres secteurs d'activité qui sont aujourd'hui demandés par les consommateurs. Et c'est là où l'expérience du gestionnaire de centres commerciaux, on va le dire ça comme ça, peut aider en fait individuellement chacun des commerçants à trouver une voie, à trouver une manière de se réinventer, à trouver une manière d'événementialiser. Tout le monde me parle d'événementialiser le commerce. Absolument, c'est l'enjeu essentiel. Alors nous, notre entreprise, comme vous le savez, c'est une entreprise familiale. Nous sommes développeurs et investisseurs finaux de nos opérations, donc on a une vision long terme de nos projets. Et la seule préoccupation de notre entreprise, c'est la réussite et l'intégration de ces projets, parce que notre rentabilité, elle va s'inscrire dans la durée. Tout à fait. Et donc, ce qui est très important, c'est que les habitants, les citoyens auxquels nous nous adressons, les consommateurs, comprennent que ces projets sont faits pour eux et qu'ils puissent les approprier. Et à partir de là, il faut qu'on fasse des projets qui soient du sur-mesure et qu'on fasse véritablement des projets qui puissent durer de façon évidente. Ça passe par l'accord des maires, évidemment, massivement. Est-ce qu'ils sont d'accord quand Maurice Bancet va les voir et dit « Vous avez un centre-ville qui est en train de dépérir, confiez-le-moi et je vais vous le réinventer ». Est-ce qu'il dit OK? Alors, écoutez, on a un exemple récent et tout à fait d'actualité, qui est un projet, si vous voulez, formidable à Bordeaux. Alors, on va le voir. Allez-y, continuez. Alors, on va voir une image. Parce que moi, j'ai pas vu un centre commercial dans l'image de Bordeaux. Non, j'ai vu un parc. C'est l'antithèse d'un centre commercial. C'est totalement l'antithèse. Je vais vous expliquer l'historique. On le voit là, Maurice Bancet. Absolument. Voilà. Alors, ce projet a été inventé par notre entreprise en partenariat avec un établissement public qui s'appelle Euratlantique, qui a pour mission le développement de plus de 700 hectares sur 3 communes, Bordeaux, Floirac, Bègles. Et la gare TGV de Bordeaux-Saint-Jean a connu un succès formidable. La ligne TGV Bordeaux-Paris et Paris-Bordeaux en 2 heures, c'est tout à fait exceptionnel. Donc plus de 20 millions d'utilisateurs aujourd'hui, avec des perspectives à 25 millions. Et devant cette gare, quand on sort devant la gare, on est extrêmement déçu parce que Bordeaux a connu une dynamique de revitalisation formidable sous l'égide de son maire Alain Juppé, le maire précédent, et donc avec la requalification des quais qui est tellement prisée par les Bordelais, etc., etc. Et quand vous sortez de la gare, vous avez un quartier qui est véritablement paupérisé, et donc une forme de déception très forte entre l'image réelle de Bordeaux et de sa revitalisation et la réalité. Et donc on a proposé à la municipalité de Bordeaux, à l'établissement public, de créer un nouveau quartier de 67 000 m² que vous voyez là, et avec comme principe, à partir du parvis de la gare, vous avez une rue piétonne de 600 mètres de long qui rejoint la Garonne. Et c'est la première fois qu'on réconcilie... Mais là, je vois que des arbres, Maurice, ils sont où les magasins? Où est-ce que... Alors, vous les avez sur la droite, c'est la partie, si vous voulez, urbanisée sur la droite. Ça, c'est l'aménagement des quais, la fin de l'aménagement des quais que nous allons financer, qui vont être bien sûr réalisés par l'établissement public dont c'est la mission en tant qu'aménageur, mais qui vont être réalisés jusqu'à la gare, parce que jusqu'à présent, ils s'arrêtaient 500 mètres un peu plus haut. Et donc, nous allons développer de part et d'autre de cet axe piéton, qui est une rue piétonne, un quartier piéton, avec une mixité totale. Qui colle parfaitement du logement, avec la nouvelle municipalité. Absolument. Vous avez presque devancé le vote. Ah non, mais alors, de façon évidente, si vous voulez, j'ai été amené à rencontrer la nouvelle municipalité, et notamment le maire, M. Urmic, et je lui ai présenté le projet, et je lui ai expliqué, si vous voulez, toute l'anticipation qui a été la nôtre, puisque nous avons déposé le permis de construire en 2019, et que tout ce que je lui ai dit, tout ce que contenait ce projet, était dans le permis de construire, que nous avions déposé avant même les élections municipales. Et il dit quoi? Il dit banco? Parce qu'a priori, les si vous voulez, dans un premier temps, ne connaissant pas forcément très bien le dossier, il avait été extrêmement hostile, notamment pendant une élection, pendant la période électorale. Et puis on s'est rencontrés. Je lui ai présenté le projet. Je lui ai présenté toute la démarche environnementale qui a été la nôtre et qui est extraordinairement vertueuse. C'est un projet qui, sur le plan architectural, est remarquable puisque dans toutes ses façades, nous utilisons la pierre, matériau très, très prisé à Bordeaux, la pierre blonde de Bordeaux. C'est un projet qui est totalement paysager, planté avec des rues piétonnes, des petites placettes, etc. Et donc, nous avons amendé le projet à la demande du maire sur certains points, réduction des places de parking, augmentation du volume de logement, etc. Et on s'est mis d'accord sur un processus commun
de commercialisation du projet dans le cadre d'un comité d'enseigne où l'économie sociale et solidaire va être présente, où nous allons développer également des concepts qui ne se développaient qu'en périphérie, des concepts qu'on appelle city, dans le bricolage, dans le meuble, etc. On va en parler, et non, parce que je veux qu'on parle de beaucoup de choses. Donc, en gros, la réinvention du commerce passe par ce genre de projet. Mais vous avez aussi des retail parks. Alors, ça aussi, ça fait partie du... Ça, c'est le passé, Non, c'est pas tout à fait le passé. Le XXe siècle. C'est une façon aussi intelligente de requalifier des entrées de ville depuis les années 60. Alors ça, c'est Saint-Étienne, par exemple? C'est Saint-Étienne et c'est Style qu'on a inauguré au mois de septembre. Vous avez dans toutes les entrées de ville ou les routes nationales une série de boîtes, bardages, si vous voulez, qui se sont développées souvent de façon un peu anarchique, directement par les distributeurs, qui pouvaient échapper au process des autorisations complexes d'urbanisme commercial sous la réserve que ce soit des boîtes isolées. Bon, ce modèle-là d'urbanisme est catastrophique pour nos villes. Et donc, nous, ce que l'on propose là, en termes de substitution, c'est de faire des projets structurés, des retail parks, donc ce sont des projets à ciel ouvert, où on relocalise toutes ces surfaces, si vous voulez, individuelles, dans des concepts totalement intégrés. C'est style 70 000 m² à l'entrée de ville de Saint-Étienne, sur un site qui était complètement pollué, qui est un ancien site de charbon, qui a vécu une période également industrielle. On essaie de s'occuper de la dépollution de ces terrains. Nous avons planté plus de 30 000 arbres et arbustes sur cette opération. Donc, on en a fait véritablement un jardin avec tout un espace piéton, des restaurants, des loisirs, du commerce. Et c'est un succès énorme. Et un maire de Saint-Étienne qui disait, comme ça, les gens vont plus à Lyon. Parce qu'en fait, c'était ça le sujet, finalement. Alors, il y avait une évasion commerciale de près de 40% de la zone de chalandise sur notamment Givors et Lyon. Et aujourd'hui, on peut vous dire, avec l'ouverture de Saint-Étienne, que nous avons inversé le processus et que c'est des Lyonnais qui viennent en fin de semaine. Je vous assure que c'est vrai. Quand on connaît les rapports entre les deux, absolument, les chaud, rapports historiques. On relève les plaques lyonnaises, mais de tous les autres départements limitrophes également. Et de surcroît, de manière très vertueuse. On a signé une association avec l'association de commerçants de Saint-Étienne, de façon Saint-Étienne-Shopping, de façon à mettre en place des synergies entre Style et le centre-ville. On fait des campagnes de communication communes. Allez à Style, j'ai une image à Grenoble aussi. On va regarder parce que c'est aussi à l'entrée de Grenoble. Alors c'est sur la là on est en plein centre-ville de la deuxième commune de l'agglomération de Grenoble qui est Saint-Martin-d'Hères. Voilà, juste à côté. Saint-Martin-d'Hères, c'est 50 000 habitants. Et c'est surtout juste en face du campus universitaire, vous avez 40 000 étudiants et 15 000 chercheurs. Et là aussi, c'est de la réhabilitation d'anciens locaux industriels. Absolument. C'est une ancienne usine qui s'appelait Nerpic, qui appartenait au groupe Saint-Gobain, qui était une usine de turbines, qui a notamment participé à tout l'équipement des barrages qui ont été réalisés dans les années 60 dans toute la région. On a repris cette usine, on la réhabilite et on fait un ensemble de commerce, loisirs, restauration formidable, desservi par 2 lignes de tram. Donc, si vous voulez, c'est un site... Donc, la morale de tous ces exemples, Maurice Bancet, c'est il faut vous laisser, en fait, effectivement, concevoir des aménagements globaux et sortir de l'idée qu'on a, nous encore aussi, du grand centre commercial, boum, qui vient se poser comme ça, en périphérie de la ville. Si vous voulez, il faut être très, très conscient d'une chose. Le plus gros danger pour notre société aujourd'hui s'appelle le e-commerce. Il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures par jour. Et donc ça, si vous voulez, vous n'êtes pas capable d'offrir dans les villes une offre concurrentielle où vous créez de l'émotion, vous créez de l'attractivité, vous créez des événements, vous créez des espaces de culture. On a créé un certain nombre d'espaces de culture dans nos projets avec des expositions d'artistes ou un partenariat avec la Cité des Sciences et de la Villette, etc. On est capable de faire des projets sur mesure. Les intérêts sont alignés entre l'investisseur final que nous sommes et les collectivités qui sont en face parce qu'on a une vision
vision long terme. On n'a pas juste une démarche spéculative de faire une opération, de la revendre très vite et de partir. Donc nos intérêts sont alignés. C'est ce que les municipalités de plus en plus comprennent. Et il faut que ce soit des professionnels aguerris qui s'occupent de la problématique du commerce. Parce que le commerce, ça ne se décrète pas. C'est une science qui est très compliquée, qui est très difficile et sur laquelle, si vous voulez, l'expérience que nous avons cumulée depuis 25 ans, puisque nous existons depuis 25 ans, sur le plan national et international, nous permet aujourd'hui, avec des équipes dédiées, d'apporter des réponses complètement appropriées aux problématiques qu'on nous pose. Et elles sont toutes différentes. Je pense, alors, parce que c'est juste le mot lieu de culture qui met... Alors, c'est pas vous, mais je pense que ce qui a été fait à Marseille, juste à côté du Grand Musée de la Méditerranée, est sans doute aussi un symbole de la façon dont un quartier qui était en train de dépérir est totalement revitalisé et comment le mariage avec la culture, qui paraît pour certains une hérésie, en fait se fait de manière naturelle, spontanée, absolument calme. C'est presque un prolongement finalement. Oui, c'était des anciens sites portuaires qui étaient complètement désertifiés et qui sont repartis en termes d'attractivité. Un mot quand même de la crise que... alors vous êtes assez optimiste d'ailleurs, hein, Maurice, vous me le disiez, vous pensez que le plus dur est passé, mais... À un moment, là, l'ensemble de ceux qui gèrent ces grandes surfaces commerciales s'est posé la question des loyers. Comment est-ce que vous avez géré ça? Comment est-ce que Apsys a géré cette période très particulière? Alors, la crise que nous traversons est une crise sans précédent. Je pense que c'est la plus grave crise économique du monde moderne. Je pense que ça sera inscrite dans les livres d'histoire dans quelques années, quand on aura un peu de recul, comme vraiment la crise la plus importante. Et donc, si vous voulez, je ne minimise pas ce que nous avons traversé en 2020, qui a été très violent, et ce que nous continuons malheureusement à traverser. Le seul élément positif, c'est l'arrivée des vaccins. Et cette arrivée de vaccins nous rapproche chaque jour qui passe de la fin du tunnel. Une fois que j'ai dit ça, il a fallu qu'on soit... comment on a traité le problème de la crise et notamment de l'aide que nous avons apportée à nos commerçants. Si juridiquement nous avions raison au niveau des baux commerciaux que nous avions signés, où il était clairement prévu que le commerçant avait pris un risque d'exploitation et nous un risque d'investissement long terme, sur un plan éthique, il était insupportable de demander à nos commerçants, après avoir subi les gilets jaunes, les grèves à répétition, de prendre la totalité de la charge de la crise sanitaire. Et donc, comme toujours, comme nous sommes une entreprise privée, familiale, avec une fibre entrepreneuriale, on a mis au point un modèle économique équilibré, pérenne, qui consistait à dire à nos locataires, au cas par cas, il y a eu 2 mois de fermeture. On en prend 1 mois à notre charge. Vous en prenez 1 mois à votre charge que vous ne nous payez pas. Sur la période de réouverture, à partir du mois de mai, on a mensualisé les loyers. Nous avons procédé à des allègements de loyers jusqu'à la fin de l'année. Ces allègements de loyers et le mois qu'ils nous devaient, on l'a étalé sur 2021, voire 2022, lorsqu'on a analysé les comptes d'exploitation des commerçants. Sur ces bases-là, nous avons signé 95% d'accords avec l'ensemble de nos commerçants de notre parc, et avec des lettres de remerciement, des SMS, des mails, nous disant qu'ils appréciaient le principe de responsabilité de notre entreprise, de les accompagner. Moi, je veux dire une chose, je n'ai rien de plus important, à part mes collaborateurs, que mes clients. C'est le fonds de commerce, la valeur d'une entreprise. Et vos clients sont les commerçants. Et voilà. Les clients, ce sont les commerçants. Absolument. Et donc, on s'est montré vertueux. On a continué au mois de novembre en suivant la recommandation gouvernementale, en annulant les loyers comme le gouvernement l'avait prévu, moins de 250 salariés, etc. Et puis, on va continuer, bien évidemment. Mais vous voyez, ça aussi, c'est quand même un travers de notre cher pays. C'est que big is beautiful, quand même. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez 35 centres commerciaux, une surface financière importante, une gestion solide, que vous pouvez vous permettre de faire ça. Il faut des groupes puissants importants pour pouvoir justement passer ces chocs et pas être balayé. Alors, je veux dire, merci de nous considérer comme un groupe puissant important. Ah bah quand même, 35 centres... Non, d'accord, vous êtes en même temps, non, on est une boîte familiale. On a créé cette entreprise avec 0 equity au départ.
On a, si vous voulez, depuis 25 ans, le modèle, c'est que depuis 25 ans, on n'a jamais distribué 1 centime aux actionnaires. Depuis 25 ans, on réinvestit en permanence la valeur créée dans l'entreprise parce que la seule préoccupation des actionnaires familiaux de ce groupe, c'est la pérennité de cette entreprise, de ses emplois et de ses actifs. Et donc, fort du fait qu'on a été extrêmement précautionneux pendant 25 ans, on a eu les moyens, d'un côté, de faire ce geste de solidarité qu'on voulait faire auprès de nos clients, tout en respectant nos engagements financiers. Ben oui. Parce que, par ailleurs, on a financé toutes ces opérations avec un système bancaire, un système obligataire, et qu'il a fallu faire face à nos engagements, même si je dois souligner qu'aussi bien au niveau des banques qu'au niveau des obligataires qui nous ont fait confiance. Donc ceux qui détiennent votre dette. Hein. Ceux qui détiennent nos dettes. Il y a eu également à ce niveau une solidarité absolument formidable. Les banques ont tout de suite réagi positivement en nous accompagnant, en faisant des moratoires de l'ordre de 6 mois. Et les obligataires nous ont réinvesti. C'est une contrepartie de la taille. C'est la fameuse phrase, hein, si je suis endetté de 1 000 euros, c'est mon problème. Si je suis endetté d'1 milliard, c'est le problème du banquier. Donc ça aussi, c'est quelque part une contrepartie de la taille. Peut-être. Non, mais de votre stratégie patiente, évidemment. Oui, non, mais c'est aussi une contrepartie. Je pense que c'est aussi le fruit d'une relation de confiance qui s'est construite pendant 25 ans avec toutes nos contreparties. Il nous reste 2 minutes. Votre conviction, on n'aura malheureusement pas le temps de parler des bureaux, puisque c'est... Votre conviction, c'est que à nouveau, quand tout ça, parce que c'est quand même une question qu'on peut se poser, est-ce qu'on aura à nouveau envie de se rassembler par milliers dans des centres pour aller faire les courses et pour aller faire du shopping et du lèche-vitrine et des choses comme ça? Écoutez, je voudrais vous répondre. Depuis 1 an, on vit tous un enfer puisqu'on passe notre temps sur les Teams, les Zooms, les conf-calls, etc. On n'en peut plus. On n'a qu'une envie, c'est de faire des rendez-vous physiques, de faire du présentiel, etc. Le deuxième point que je voudrais vous dire, c'est que quand on a réouvert, mais vous ne pouvez pas vous imaginer la joie des consommateurs de retrouver leur lieu de consommation. On a inauguré Style en pleine période de confinement le 16 septembre. Ça a été une émeute. On a refusé du monde, les parkings saturés, les commerçants saturés, etc., etc. Donc, ce qui prouve que le commerce physique a encore énormément à apporter, à la condition qu'il soit capable de se réformer et si vous voulez, d'évoluer vers les attentes des consommateurs. Et moi, on est dans une industrie formidable parce que les commerçants sont formidables et qu'ils ont compris et qu'ils sont tous en train de se réinventer du fait de cette crise et ils y mettent les moyens, l'énergie et l'enthousiasme qui est nécessaire. Et vous confirmez ce qui est un point que, alors moi je martèle régulièrement parce que chacun doit en être conscient, quand ça va repartir à fond. Mais à fond. Mais ça veut dire que ceux qui ne seront pas prêts vont perdre des parts de marché, vont perdre des clients, vont rester sur place. Absolument. Il faut se préparer à la reprise et la reprise va être très forte. En tout cas, c'est le vœu que j'exprime en tant qu'entrepreneur pour mon entreprise et surtout pour l'ensemble de mes clients qui nous font confiance. Maurice Bancet, donc le président fondateur d'Apsys, c'était notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode. Bonjour Denis, qui vient nous voir régulièrement et on suit un petit peu les évolutions de la macroéconomie. Denis, là maintenant, il y a énormément de chiffres qui sont sortis sur les effets du deuxième confinement, qui n'a rien à voir avec le premier. Et je trouve ça très intéressant qu'on s'en parle maintenant, alors qu'on nous laisse clairement envisager qu'il va y en avoir un troisième. J'ai l'impression que là, les entreprises ont la capacité à le digérer. Est-ce que ça te semble à peu près cohérent? Déjà, tu avales un morceau qui est 3 fois moins gros que le premier. Donc, ça fait déjà, un peu plus facile à digérer. Alors, attends, on va regarder, on va y aller. On va regarder avec un certain nombre de tes courbes et on va prendre la première qui est la courbe d'activité. Hein, voilà. C'est frappant. Voilà. Vous voyez là la courbe d'activité. Vous voyez bien donc le deuxième trimestre, le premier confinement et l'activité qui s'effondre. Et vous avez une vaguelette en ce qui concerne le deuxième confinement. Tout à fait. C'est vrai que c'est à peu près les ordres de grandeur. C'est 30 points d'activité en moins au premier confinement, 10 points d'activité en moins par rapport à une situation normale.
au deuxième confinement. Donc effectivement, on n'est pas du tout sur les mêmes contraintes. Parce qu'on s'est adapté. Hein. C'est ça. Non, mais quand je dis digérer, ça veut dire les entreprises ont réussi à faire avec le confinement, on peut le dire comme ça ? Oui, tout à fait. Elles ont appris, elles se sont dotées des équipements, elles ont mis en place les protocoles, les personnels également sont peut-être plus rodés pour pouvoir faire du télétravail, enfin, chaque fois que celui-ci est possible. Et donc, c'est vraiment l'adaptation, l'intelligence de l'entreprise face à cette situation qui est totalement... Inhabituel. Alors, télétravail, mais pas seulement. Je crois qu'il y a une hausse, je dis bien une hausse, entre novembre 2020, novembre 2019, novembre 2020, sur la production industrielle, Denis ? Oui, tout à fait. La production industrielle est plutôt dynamique, quand bien même la consommation de produits industriels a reculé, ouais, et de manière assez abrupte. Hein. Au mois de novembre, il y a un recul qui est quand même tout à fait spectaculaire. En revanche, la production industrielle est là. Pourquoi ? Parce que c'est une autre forme de résilience des entreprises qui est tout à fait intéressante à soulever. C'est leur comportement d'investissement. Alors, la production industrielle, évidemment, on fabrique des biens qui sont commandés par les ménages, mais c'est aussi des biens d'investissement, c'est aussi des biens qui sont exportés. Et quand on regarde ces deux postes de demande qui sont quand même d'un poids important, eh bien, ces deux postes n'ont pas reculé. Ou en tout cas, s'ils ont reculé pour ce qui concerne l'investissement, ils ont bien moins reculé que ce que l'on pouvait redouter. Ouais. En gros, si tu veux, l'investissement... À chaque récession, l'investissement, si le PIB fait -1, l'investissement va faire -4. Voilà, il baisse comme le PIB. Non, non. 3 fois plus que le PIB. 3 à 4 fois plus que le PIB, l'investissement. Il baisse beaucoup plus parce que l'investissement, c'est toujours un amplificateur des mouvements économiques, qu'ils soient baissiers, ou même qu'ils soient à la chute, ou qu'ils soient haussiers. C'est ce que l'on appelle les phénomènes d'accélération. L'investissement est toujours un accélérateur de la croissance. Il va toujours plus vite que le mouvement de la croissance, dans quelque sens que se fait la croissance. Or, en 2020, recul du PIB, -9. Recul de l'investissement des entreprises, -9 également. Il y a eu une résilience très importante de l'investissement, notamment dans cette seconde phase. Mais surtout, alors c'était une courbe, ça, qu'on avait montré lors de ta précédente intervention, un recul 3 fois moins important qu'il ne l'avait été en 2009. Ouais. Il se trouve, Denis, que j'ai rassemblé un certain nombre de directeurs financiers, de grands groupes, et que je leur ai soumis ton graphe. Et tous regardaient en disant « Ouais, enfin bon, votre graphe, il n'est pas terminé, là. » Je dis « Mais vous en êtes où, vous ?» Tous se sont regardés les uns les autres, et tous, en fait, étaient exactement dans la situation que tu décrivais. C'est-à-dire, tous disaient « Oui, effectivement, on a réussi à maintenir les investissements à peu près au niveau de ce qu'on avait prévu, y compris dans l'aéronautique, où là, les plans de soutien de l'État et de l'ensemble des acteurs de la filière ont été d'une efficacité et d'une puissance que la filière reconnaît. » Donc, effectivement, on est sur quelque chose et sur un maintien de l'investissement. Mais juste un mot aussi là-dessus, ce qu'il me disait sur la production industrielle. On en parlait avec Maurice Bancet il y a quelques instants. En fait, la vigueur du rebond et de la reprise à la sortie du premier confinement leur a fait vider leur stock. Oui. Et donc, je crois que je peux le citer, c'est l'un des responsables de Michelin, disait « Mais on court derrière la demande. Ouais. » C'est ça le sujet, quoi. Quelle crise incroyable. Exactement, c'est incroyable. Mais je pense qu'il y a cette adaptation qui est là. Il y a aussi, je pense, un point qui est important sur l'investissement, c'est que l'investissement, il ne se décide pas comme ça du jour au lendemain. L'investissement, il se met toujours dans des projets qui sont pluriannuels. Ce qui fait que l'on va retarder un projet pluriannuel, c'est parce qu'on va être confronté à une contrainte de financement qui va être assez soudaine et qu'on se rend compte, bon, peut-être que je peux mettre entre parenthèses le projet. Non, je garde le projet, mais la tranche que j'avais prévu de faire cette année, peut-être que je vais la décaler. Non, en fait, comme il n'y a pas eu la contrainte de financement cette année qui s'est exercée, quand on interroge les entreprises, quand on leur demande leur situation de trésor, ça va, pas de problème particulier. Donc, tu enlèves la contrainte de financement. Le motif premier qui fait que tu aurais coupé spontanément tes dépenses d'investissement, eh bien, ce motif n'est pas présent. Et donc, c'est les entreprises qui étaient déjà dans des projets pluriannuels, eh bien, elles les ont maintenus, elles les ont déployés, peut-être pas exactement au rythme où elles l'auraient fait s'il n'y avait pas eu la crise, mais en tout cas, elles ne les ont pas coupés drastiquement. C'est aussi un autre élément qui... L'effet très important et très intéressant du quoi qu'il en coûte, et du fameux quoi qu'il en coûte. On va marquer, il y a un autre point, mais en fait, les 3 slides que j'ai retenus, c'est une intervention que tu as faite devant le MEDEF, c'est grâce à ça que je peux voir ça, voilà, Denis, et je t'en remercie de nous permettre de les diffuser. Donc ça aussi, c'est très très intéressant. Donc vous voyez cette courbe taux d'impayé des cotisations sociales par les entreprises. Pareil, donc on voit bien le bond du premier confinement.
et quasiment rien sur le deuxième confinement. Là, c'est quoi en fait? C'est les fameux, tu m'avais dit, 9-10% du PIB Oui, c'est... qui, eux, n'arrivent pas à s'en remettre, quoi. Oui, en fait, c'est ça. C'est les entreprises, c'est la proportion d'entreprises qui, en fait, ont quand même des difficultés de trésor. Et si elles peuvent se gagner un petit peu de mou sur leur capacité de financement, eh bien, elles vont demander un délai pour régler leurs cotisations aux URSSAF. Regarde aussi, au tout début, 2008-2009, tu vois, c'était une crise. C'était une crise. Incroyable. Terrible, 2008-2009. C'était une crise de financement des entreprises et on a fait beaucoup sur les cotisations. Mais regarde ce que l'on a fait sur la période actuelle. Et on retrouve bien. Mais alors, ce taux d'impayé du premier confinement, qui est quand même énorme, hein, très spectaculaire, ça veut dire 35, je ne veux pas dire de bêtises, ça veut dire quoi? 35% des entreprises, non, 35% des cotisations dues n'ont pas été payées. Voilà, tout à fait. Il y a eu un délai qui a été accordé pour un montant, c'est-à-dire on devait recouvrer, mettons 100 milliards de cotisations, enfin j'exagère, et on n'en a recouvré que 65. Donc parce que tu as beaucoup d'entreprises qui avaient demandé, il y avait des facilités pour obtenir des délais. Mais ce n'est pas des annulations. Non, ce ne sont pas des annulations, sauf pour les secteurs très spécifiques pour lesquels il y a eu annulation, ceux qui ont été soumis à une fermeture extrêmement drastique, enfin on les connaît. Hein. Donc, mais alors c'est là aussi où c'est passionnant finalement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que en fait, rendons hommage quand même au gouvernement. Les entreprises et le gouvernement, finalement, se sont retrouvés main dans la main. Et c'est pour ça que chacun a pu se dire « Ok, je peux reporter ses cotisations ». Parce que je pense que le besoin en 2009, il était supérieur à la petite vaguelette qu'on voit là quand même. En fait, c'est le paiement des cotisations qui a mis beaucoup d'entreprises en faillite en 2009. Oui, ça a contribué, mais c'était surtout qu'à ce moment-là, il n'y avait pas un accès au crédit qui était aussi aisé que celui que l'on a connu. Parce qu'en fait, c'est tous les leviers du financement qui ont été poussés à fond. Ouais. C'est la possibilité de faire des échéances, la possibilité de voir ces emprunts, eh bien, on les retardait de quelques mois. C'est la possibilité de recourir à de nouveaux crédits. Tout, en fait, a été actionné pour éviter qu'il y ait cette thrombose dans les entreprises, parce que les entreprises disparaissent en raison de leurs problèmes de difficulté de paiement. On se l'a déjà dit. Et ça, c'est un mantra qu'il faut toujours se répéter. C'est-à-dire que les entreprises ne disparaissent pas parce qu'elles ne feront pas de résultats. Elles disparaissent parce qu'à un moment, elles ont des difficultés de paiement. C'est la liquidité qui tue les banques et qui tue les entreprises. Cash, alors ça, vraiment, cash is king. Et le troisième point, alors celui-là, il m'intéresse beaucoup et sur celui-là, moi, j'ai besoin de tes explications. En gros, ce qu'on entend partout, donc déclaration préalable à l'embauche, hein, vous le voyez. Vous voyez cette chute très très forte du premier confinement. Mais alors, moi, c'est la remontée qui me saisit. Oui, tout à fait. Elle a été vraiment très spectaculaire. Mais incroyablement spectaculaire, la remontée. Donc, est-ce que ça veut dire, Denis, parce que c'est un truc qui me... on est sur un taux de défaillance d'entreprise qui est en recul de quoi, 25-30% aujourd'hui à peu près. Oui, tout à fait. Donc, il y a 25-30% de défaillance en moins. Voilà. Donc, tout le monde dit, oui, non, c'est parce que l'économie est sous cloche. Enfin... Est-ce que ça veut dire peut-être aussi que justement, tout ce dont on vient de parler là fait que finalement, il y a peut-être moins de dégâts que ce qu'on aurait pu craindre? Oui, mais il ne faut pas oublier aussi l'ampleur du rebond que l'on avait connu au troisième trimestre, qui était quand même vraiment spectaculaire et que dont personne n'avait anticipé. Tu retrouves le niveau d'embauche que tu avais juste avant le mois de mars. Tu peux le regarder, ce rebond, tu peux le regarder sur les activités, tu peux le regarder sur les recrutements. Tout va dans le même sens pour montrer qu'on avait eu... Il y a un appétit de croissance qui est extrêmement important. Extrêmement important. Et là encore, je reviens sur l'investissement. Le fait qu'on ne pas coupé dans les investissements, c'est aussi parce qu'on se projette bien sur l'idée qu'il y a une croissance. Et en plus, une croissance qui sera peut-être différente parce qu'il faut changer nos manières de produire. Enfin, on connaît tous les thèmes qu'il y a autour de la numérisation et autour du thème de l'environnement. Tout à fait. Donc, il y a vraiment un appétit de transformation qui est un appétit de croissance et que l'on va retrouver dans les déclarations d'embauche. Oui, mais ça, c'est normalement... Enfin, on est en France quand même. C'est-à-dire, normalement, c'est le dernier critère qui bouge. Enfin, il faut vraiment qu'on soit sûr de son fait pour recommencer à embaucher, Denis. Oui, d'autant que, alors là, c'est l'ensemble des déclarations d'embauche. Je n'ai pas mis les seuls CDI, mais quand tu regardes les CDI, tu as quelque chose qui est assez comparable. Hein. Ça n'a pas tellement... on est à peu près sur le niveau que l'on avait en 2016 pour les flux d'embauche en CDI, y compris en tenant compte de l'impact du deuxième confinement. Parce qu'on voit bien qu'au deuxième confinement, il y a eu une rechute qui intervient. Mais quand on se compare... on est au niveau de 2016, qui n'est pas une année particulièrement mauvaise. En revanche, il y a quand même un point qui est très important à regarder, c'est on a trop tendance à regarder l'emploi en net, c'est-à-dire la différence entre les flux de personnes qui sortent de l'emploi et les flux de ceux qui rentrent dans l'emploi. Or, il y a quelque chose qui est très important à suivre, c'est pourquoi est-ce que le marché
du travail va d'une certaine manière se geler. Pourquoi est-ce qu'on a un ralentissement des embauches? En réalité, cela vient non pas parce que tu as une augmentation des licenciements, et on aura une augmentation des licenciements devant nous, ça vient surtout du fait qu'il y a beaucoup moins de démissions qui interviennent. Et par exemple, en 2008-2009, tu avais eu 500 000 démissions en moins, et résultat, tu avais beaucoup moins d'embauches qui interviennent. Donc, dans le recul des embauches, parce qu'on est à un niveau de 2016, on n'est pas au niveau de 2019. Oui, d'accord. Mais dans le recul des embauches, ce qui se passe, c'est aussi le reflet d'une forme de gel du marché du travail, parce que la fluidité, la plasticité de l'économie devient moindre dans des périodes où, quand même, tout le monde se met un peu ceinture et bretelle dans cette circonstance. Ce qui va particulièrement toucher ceux qui débarquent pour la première fois sur le marché du travail, c'est-à-dire les plus jeunes, Denis. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Donc là, il y aura un sujet. Oui, ça va retarder, si tu veux, leur arrivée dans l'emploi. Ça ne va pas l'empêcher, ça va la retarder de plusieurs mois. Le tout, c'est évidemment de raccourcir le plus possible les délais. Mais est-ce que on peut penser que donc ces entreprises gorgées de cash, qui continuent à investir, etc., est-ce qu'on peut penser, si on regarde tes secousses là, qu'un éventuel troisième confinement va avoir un impact encore réduit par rapport au deuxième, dont l'impact était déjà très très réduit? C'est possible. Enfin, pour l'instant, là, ça va faire un peu de fiction, si tu Je veux. te demande de faire un peu de fiction. Ouais. Non, s'il te plaît, tu Un sais peu que de je pronostic. suis extrêmement rationnel et je me base sur des courbes, tu le sais bien. Donc, les dernières courbes, ce matin, c'était très intéressant. Là, tu as eu les enquêtes de conjoncture de l'INSEE qui sont tombées ce matin, et donc qui s'appliquent sur le mois de janvier, où on sait déjà les inquiétudes qui remontent sur un troisième confinement. Quand tu regardes le climat des affaires, il n'a pas diminué en janvier. Il s'est même un peu redressé en décembre, et en particulier dans le secteur industriel. Donc, on voit bien que même s'il y a troisième confinement, et on est pour l'instant sur les inquiétudes de troisième confinement, même s'il y a un troisième confinement, peut-être qu'à nouveau, son impact économique sera diminué par rapport à celui du deuxième, qui était lui-même un tiers de celui du premier. Quand on dit 8-9% du PIB, c'est ça? C'est donc restauration, tourisme, événementiel? C'est à peu près ça, c'est ça. Puis, Denis? tu rajoutes aussi l'aéronautique dans l'ensemble. Enfin, les 9% de secteurs les plus directement concernés par le choc, ça effectivement... au-delà de la seule restauration. La restauration, hébergement, restauration, doit être à 3 points de PIB. Et alors, mais à ce sujet, je lisais quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire il va y avoir, en revanche, sur notre commerce extérieur, c'est-à-dire qu'en gros, c'était avec les chiffres de la croissance chinoise, ce qu'on ne peut pas dépenser au restaurant, on le dépense en s'achetant des ordinateurs portables et des consoles de jeux. Et là, le commerce extérieur va être laminé. Si tu veux, dans toutes les récessions que l'on avait jusqu'à présent, tu avais toujours une amélioration du solde de la balance commerciale. Exactement. Et c'est la première fois qu'en récession, on va avoir une dégradation de ce solde. Pour cette raison, notamment, c'est le fait que l'on n'ait pas pu aller... Il n'y a plus de services, quoi. Donc on achète des produits industriels. On a besoin de s'acheter un matériel, tout l'équipement du foyer. Bien, il n'y en a quand même plus beaucoup qui est produit en France, donc il a fallu l'importer. Tu as eu aussi certains postes qui ont été tout particulièrement touchés. C'est le poste des revenus, enfin tout ce que les étrangers viennent dépenser habituellement en France, ça n'est pas venu, c'est l'aéronautique. Et donc on va se trouver avec une dégradation du solde du commerce extérieur. En fait, en 2020, nous devrions avoir le solde courant le plus dégradé depuis 1951. En rapport au PIB, on devrait faire 2,5 de déficit courant à peu près. Alors, en 1951, c'était la fin du plan Marshall. Ouais. Donc tu vois, ça nous rajeunit pas. Mais non, mais bon, ça nous met dans une ambiance de reconstruction. Voilà, oui, c'est ça, exactement, tout à fait. Dans une ambiance de reconstruction. Denis Ferrand, donc le directeur général de Rexecode, notre invité sur Bismart. Et on va terminer avec la banque digitale. On repart les amis, on repart avec, alors ça va vous faire plaisir, Benoît Grisoni, il est le directeur général de Boursorama. Bonjour Stéphane. Ça va vous faire plaisir Benoît, parce que j'ai écrit ce que personne ne dit en fait pour... c'est sympa, ouais, c'est vrai, et voilà, oui, alors, donc je vais le dire pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui nous écoutent en podcast, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un synthé, enfin bref. L'exergue, voilà, la phrase mise en exergue pour cet entretien, c'est la première des fintech. Alors au début, j'avais mis la plus grande. Non, mais alors première, ça veut dire ça. En fait, ça veut tout dire. C'est ça qui est pas mal, c'est ça qui est marrant. Parce que c'est la plus vieille. Est-ce que c'est la plus vieille? Peut-être pas d'ailleurs, parce que même pas. Mais enfin, en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui c'est la plus importante? Oui, je crois. 4 millions de clients? Non, pas encore. 2,5 millions. On vise 4 millions et demi. Comment ça? Moi-même, je me suis fait avoir par le marketing. Non. 4 millions de clients en 2023. Voilà, exactement. On 2,5 millions aujourd'hui. 2,5 millions aujourd'hui.
Et en C'est-à-dire fait, le rythme de croissance ouais, on va doubler encore à peu près. Ouais. On va chercher à doubler, grosso modo, En sur 2 les ans 3 prochaines années. Ouais. En 21, 22, 23. Parce que, attendez, c'est 2,5 millions sur quoi, 15 ans d'existence, Boursorama? Oui, mais attention. On a triplé la base client en 5 ans. Donc il y a une très forte accélération. On a recruté pas loin de 600 000 clients cette année. Donc il y a une accélération qui vient de se passer. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est là depuis longtemps, une vingtaine d'années. Ouais. On a commencé par le courtage en ligne, tout petit. Ouais. On est va en rentré parler, on petit va en à parler, petit. d'ailleurs. Et puis, on a vraiment décidé, avec le soutien évidemment de notre actionnaire qui est la Société Générale, d'accélérer en 2015-2016. Et là, à ce moment-là, on a décuplé notre acquisition de Ça veut clients. dire quoi quand on dit on a décidé d'accélérer? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a senti que le marché de la banque en ligne était maintenant mature, que les clientèles étaient en train de se créer, que l'attente des clients était en train de changer, que du coup c'était un moment où on pouvait investir parce qu'on pouvait avoir un vrai succès. Donc c'est ça qui se passe. Et évidemment, c'est la décision aussi de mettre des moyens. Il n'y a pas de croissance sans moyens. Mais Et alors, donc, c'est quoi les moyens? C'est essentiellement c'est du de payer pour marketing. l'acquisition client? Voilà, c'est du marketing. Alors en communication, parce qu'on n'a pas d'agence, on n'a Ouais. pas de réseau de distribution, Ouais. donc il faut investir quand même sur la marque, sur les sujets de notoriété. Donc ça, là, c'est Brad Pitt, là? par exemple. Par exemple. Ah bah oui, les amis, c'est Non, mais Brad Pitt quand même. hein, Non, voilà. c'est vrai, c'est Brad Pitt. Ouais, C'est, ouais, là, maintenant, c'est tout un film avec Rocky et Mike Mais Tyson. j'ai pas vu, c'est vrai qu'il y a eu un nouveau film. Ouais, depuis 3 jours. Il se trouve que, alors on a reçu ici Georges Mohamed Chérif, Oui, donc, j'ai vu, le patron de Buzzman. Buzzman. Buzzman, voilà, qui est à l'origine de l'ensemble de cette campagne. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il avait signalé qu'un nouveau film dimanche dernier était passé. Exactement. On est passé donc sur Rocky et sur la saga de Rocky parce que l'exploit, c'est que notre client nous recommande et quand même recommander sa banque. Ça paraît impossible. Et donc, il va essayer de battre Mike Tyson. D'accord. Et je vous laisse regarder le film pour savoir comment ça se passe. D'accord. Voilà, donc, non, mais c'est vrai que c'est beaucoup de communication pour revenir aux investissements. Des investissements aussi en termes de gestes commerciaux, parce qu'on est dans un modèle qui est un modèle digital. Donc, et c'est un modèle où, quelque part... Mais geste commercial, il faut forcément payer. Il y a non, pas forcément, Paul Delos, le patron d'Orange oui. Bank, qui viendra nous voir là aussi bientôt. Et en fait, les télécoms, ils avaient à un moment compris le sujet avec des opportunistes finalement qui récupèrent les primes que vous donnez, qui restent 6 mois, qui s'en vont récupérer une autre prime. Ça pose un problème dans le business model, ça, non? Non, pas du tout. En fait, il faut bien distinguer les choses. Le business model, d'abord, il est pur. C'est-à-dire que la principale chose à bien comprendre, c'est que nous sommes un modèle économique à part entière. La banque en ligne, c'est pas comme la banque de détail, c'est différent, qu'on connaissait. C'est pas le même réseau de distribution, c'est pas les mêmes types d'investissements, c'est pas les mêmes frais généraux de structure, c'est pas la même organisation. C'est même pas d'ailleurs la même façon de générer des revenus. C'est vraiment un modèle économique à part. Si on prenait un exemple, si on devait simplifier, on pourrait dire que globalement, une banque en ligne comme la nôtre, qui donc n'a pas de conseiller, pas d'agence, et à peu près avec des frais, probablement une efficacité qui est de l'ordre de 1 à 5, par exemple, par rapport à une banque de réseau traditionnelle, sur les frais généraux. Ouais. Par contre, les revenus sont 5 plus bas. fois moins de frais généraux. Mais par contre, moins de revenus. Pourquoi moins de revenus? Parce que d'abord, en l'occurrence, on n'a pas d'entreprise, on n'a pas de professionnels, ou quasiment pas. Donc on n'est que sur une partie de la clientèle. La banque de détail sert beaucoup les entreprises, on ne le dit pas assez, je pense. Ouais. Donc les revenus ne sont pas de même nature pour cette raison-là. Et quelque part, on a créé, par le fait d'être plus efficace sur les frais, sur les coûts, une capacité de pricing qu'on retrouve dans finalement tous les modèles digitaux. Il n'y a pas de magie. À un moment donné, si vous êtes un peu plus efficace, à ce moment-là, vous rendez une partie de cette économie aux clients. Absolument. Et donc la raison pour laquelle les clients reviennent et viennent chez nous, la principale qu'on connaît, qu'on voit, qu'on mesure, c'est le prix. Indépendamment du geste commercial, on y reviendra. Ouais. Donc ça, c'est la raison de fond. Je viens parce que je vais avoir une économie directe et si je devais simplifier, les frais bancaires chez nous l'année dernière, on vient d'avoir le chiffre, c'est entre 7 et 8 euros sur l'ensemble de l'année. Y compris ce qu'on appelle les frais d'intervention, là, c'est-à-dire Voilà, la tout gestion des compris. découverts et tout ça, c'est tout Tout, compris. c'est le périmètre des relevés annuels, c'est le relevé annuel des frais 7-8 bancaires. euros, je peux le dire. Enfin, le chiffre que j'ai en tête pour une banque traditionnelle classique, c'est plus de 200 euros. Exactement, tout à fait, c'est exactement ça. Sachant que cette année, Donc, pour être honnête, en 2020, on a remboursé des frais aussi, nous, d'inactivité, mais sinon, l'année dernière, on était à 9,90. Oui, c'est ça. Enfin, c'est Ça change rien. quoi. Ouais. Ça change. Donc ça, c'est une économie de tous les ans. Ouais. Et je parle que de la banque au quotidien, c'est-à-dire le compte à vue, le chèque, la carte. Ouais. Mais bien sûr que la banque, c'est pas que ça. C'est aussi des prêts, c'est aussi de la bourse, c'est aussi de l'assurance vie. Enfin bref. Donc il y a déjà cette économie qui est phénoménale. Mais elle est phénoménale, mais elle nous permet d'être rentable. Simplement, on n'est pas rentable parce qu'on investit pour recruter énormément de clients en ce moment. On n'amortit pas ses coûts d'acquisition.
on ne les amortit pas. C'est-à-dire quand vous recrutez les clients, vous payez à l'instant T, mais vous ne payez pas à T+1. Alors, il y a du bon et du pas bon. Vous payez du coup très cher tout de suite, mais par contre, vous êtes très manœuvrant. Puisque par construction, si vous recrutez moins, à ce moment-là, vous êtes immédiatement rentable. Et c'est à tel point vrai qu'au deuxième trimestre cette année, en 2020, Boursorama a été rentable. Pourquoi ? On a recruté un peu moins de clients au moment du confinement. Au début, on a un peu ralenti la voilure. Comme tout le monde, on était un peu dans la... Comment dire ? Et c'est quand même... Enfin, je comprends, c'est absolument passionnant, Benoît. Vraiment, merci de tous ces détails. Mais t'es manœuvrant, oui. C'est-à-dire t'es manœuvrant, t'as la capacité d'affaler la voile et donc de plus avancer. C'est pas vraiment être manœuvrant, ça. Si, parce qu'alors après, il y a la deuxième patte. La patte principale, c'est ces frais. La construction, finalement, de la banque se fait dans un modèle économique très différent. Donc, on est beaucoup plus léger en termes de structure de coûts. Et là, ça ne se voit pas parce qu'on recrute énormément et on prend des parts de marché. Mais de l'autre côté, il y a une deuxième patte au modèle économique. C'est qu'évidemment, il faut être capable de générer des revenus. Première condition, il faut que les clients y restent. Alors ça, c'est quand même la base. Donc là, on a des éléments comme la satisfaction client qui n'a rien à voir aujourd'hui probablement avec d'autres éléments dans le secteur bancaire. On sait que c'est un secteur qui a pu... Alors ça s'est amélioré d'ailleurs en 2020, honnêtement, globalement au niveau du secteur, mais on a un Net Promoter Score à plus 45 au mois de décembre. Net Promoter Score, ça c'est ça justement. Est-ce que vous recommandez... Voilà, exactement. Est-ce que vous êtes promoteur ou détracteur ? Et donc quasiment les deux extrêmes. Un client sur deux de Boursorama le recommanderait. C'est même plus que ça, parce qu'en fait, on fait la différence des deux, donc c'est plutôt 3 sur 4 qui dit recommander ça. Recommander ça. Voilà. Et donc... Et on a 86% d'ailleurs de clients qui disent recommander à leurs proches Boursorama. C'est pour ça que d'ailleurs c'est notre plateforme de marque. On dit la banque qu'on a envie de recommander. Ouais, mais je comprends. Et la moitié de nos clients viennent par ce biais-là. Et donc la satisfaction, c'est que les deuxièmes éléments, et le prix joue. C'est-à-dire que si vous payez pour un juste prix, en général, vous êtes plus content. Bien sûr. Il faut quand même être humble. Mais après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un modèle économique qui marche parce qu'on a la chance d'être une banque complète. Et ça fait aussi une différence par rapport à d'autres... établissements en ligne. Au néobanque, voilà. Par exemple, mais ce qui est normal. Mais ce qui est normal, puisque Revolut, N26, exactement. etc. Mais c'est normal, on a démarré bien avant, donc heureusement qu'on a un avantage. Banque complète, ça veut dire qu'est-ce que tu fais que eux ne font pas ? Par exemple, on fait de la bourse, et quand je dis la bourse, je vais vous donner des exemples, mais on sait gérer des PEA, des PEA PME, des PEA jeunes. Qui distribue des PEA jeunes aujourd'hui en France ? Mais en même temps, t'en distribues beaucoup des PEA jeunes ? On est assez content. Alors, non, mais combien ? On en a fait, par exemple, sur les 145 000 comptes titres qu'on a fait l'année dernière, ce qui est quand même plutôt beaucoup. C'est de l'ordre de 5 000. Mais c'est un début, ça vient d'arriver. Non, mais attends, restons là-dessus, parce que je voulais y venir rapidement. D'accord. Mais là-dessus, tu commences à être sacrément challengé par les eToro. Alors Robinhood, je ne sais pas s'ils sont en Europe, ils sont très forts aux États-Unis, ils vont forcément débarquer. J'ai pas testé, mais tu vois... Forcément, à un moment ou à un autre, ils sont en gamification totale de l'ensemble de ce truc. Enfin, c'est vraiment des phénomènes très, très impressionnants, y compris en France. Non, mais c'est tout à fait vrai. D'abord, on les considère énormément, exactement comme on a considéré et qu'on continue à considérer, et toujours on considérera nos concurrents avec beaucoup de respect. C'est-à-dire que je pense que c'est toujours des sources d'inspiration. Oui, bien sûr. Premièrement. Deuxièmement, sur la complexité franco-française du PEA, aujourd'hui, ils ne les distribuent pas, ces produits-là. Oui, mais... Non, mais c'est important. Aujourd'hui, la moitié de nos encours sur la bourse sont gérés à travers ces PEA aujourd'hui. Mais c'est encore intéressant, un PEA c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Davantage défiscalisé que si tu boursicotes tranquille. Non, mais quand je regarde aujourd'hui sur on a fait à peu près, on a triplé les volumes sur la bourse l'année dernière, mais le marché, globalement, des investisseurs particuliers a explosé. Bon, si on regarde la décomposition des ouvertures de PEA ou de comptes titres, on a la moitié à peu près qui sont des PEA. C'est la moitié. Et c'est des gens jeunes qui, cette année, se sont positionnés sur la partie bourse. C'est une super nouvelle, ça. Mais moi, je trouve ça canon. Exactement. Canon. Pour moi, c'est peut-être la meilleure nouvelle, d'ailleurs, de l'année, honnêtement. Parce que ça fait long. Redonne-moi le chiffre de... 142 000, on a fait compte titres au total. Et c'est 3 fois le 2019. 3 fois. C'est ça. 3 fois. Et 3 fois plus d'ordres de bourse, mais ça, Euronext, d'ailleurs, peut être communique. Durable, ça, tu crois Alors, nous, on était très inquiets au début, parce que souvent, quand il y a des chocs thermiques comme celui du mois de mars, on voit énormément de volume tout de suite, puis ensuite une rétractation, et après une longue stagnation. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais alors, pas du tout. D'abord, premier élément, ça a démarré avant. Ça a démarré avec la Française des Jeux fin 2019, donc ça n'avait aucun rapport avec le Covid. Et c'est la loi Pacte aussi, il faut le reconnaître. La loi Pacte crée les conditions aussi au départ pour que les gens, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue de certaines enveloppes, et même du message globalement gouvernemental, on peut être contre, on peut être pour, mais il est quand même pro-entreprise. Il a créé des conditions, je pense, qui ont permis aussi que ça se produise. Après, autre élément fondamental qu'il ne faut pas se cacher derrière un arbre, c'est par absence de combattants aussi.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où les taux négatifs, les taux sont faibles, mais tant mieux. et voilà, exactement. Mieux, oui, mais il a fallu un peu de temps. Non, mais il faut prendre la mesure, parce que tu me dis 140 000, mais c'est colossal. On estime qu'en gros, parce qu'il y a toujours le problème avec le Crédit Agricole, mais en gros, allez, 2 millions d'actionnaires individuels aujourd'hui en France. Donc, toi seulement, Boursorama, tu en as déjà 140 000 sur une année, on a peut-être eu 15, 20, 25% d'actionnaires individuels en plus. C'est super important. Non, c'est très important. Et ce qu'on voit, c'est que ça continue pour l'instant. Alors, je touche du bois et j'espère que ça va continuer. Je pense que ce qui se passe aussi, c'est vraiment ça. C'est que les gens se disent, le fonds euro, c'est à la cave et ça va rester comme ça. Le livret A, il est à 0,50. Je n'ai plus aucune solution sans risque. Et donc, à un moment donné, j'ai 30 ans. Parce qu'il se trouve que nous, on recrute la moitié de nos clients, les fameux 600 000, un peu moins. Ils ont moins de 30 ans. Ils ont un horizon de temps. Et peut-être qu'ils croient d'ailleurs plus trop au système retraite, je ne sais pas, mais en tout cas, les ouvertures de compte titres, à peu près la moitié des ouvertures se font pour des moins de 40 ans. Est-ce qu'on va revoir alors à ce moment-là toute la vigueur du formidable forum de Boursorama qui était il y a 10 ans, mais un réseau social extraordinaire. C'était Twitter avant Twitter, le forum de Boursorama. Maintenant, ça s'est un peu endormi. Donc voilà. Non, mais l'audience, par contre, du site, c'est intéressant parce que l'audience du site, pareil, a suivi exactement la même logique. On a une année incroyable au niveau de l'audience de Boursorama, à la fois des contenus vidéo, mais aussi des pages. Et donc ça, c'est un élément cadeau. Oui, parce que ça, c'est un sujet à côté, mais c'est vrai que depuis le début, Boursorama a décidé d'être un média. Exact. Voilà. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose que tu... nous, on y croit énormément. C'est un sillon que tu continues à tracer, et sur lequel on continue à investir énormément. Et j'explique juste en un mot pourquoi. Notre modèle est bâti sur l'autonomie des clients. L'autonomie passe par la connaissance. On ne peut pas demander à nos clients de se débrouiller tout seuls sur les produits financiers s'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Bravo. Et la complexité de notre marché est incroyable. Elle est complexe d'un point de vue fiscal, elle est complexe d'un point de vue technique, elle est complexe, franchement, même d'un point de vue simple de gestion de son argent. Même le fait de mettre de côté, par exemple, tout simplement, peu importe donc on va continuer à investir. Soyons pédants 2 secondes. Tu es au cœur de... les idées libérales du XVIIIe siècle viennent avec l'encyclopédie. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Exactement. Voilà. Donc, tu ne peux pas avoir la liberté sans la connaissance. Exactement. Donc ça, c'est bravo. Vraiment bravo là-dessus. Mais revenons sur Revolut, N26, etc. Est-ce que, donc tu dis, je respecte ces concurrents-là. Ils sont, eux, sur des chiffres qui sont quand même des chiffres beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. C'est-à-dire, il va te rester une place, ils vont te bouffer petit à petit. Comment est-ce que tu les regardes ? Non, mais on les regarde avec admiration sur l'acquisition parce qu'ils ont recruté en général beaucoup plus de clients que ce qu'on a fait. Cela dit, j'attends les chiffres de 2020 parce que je pense qu'il y a eu... Revolut, en gros, il serait sur 6 ou 7. Et N26, ils en revendiquaient 5 au début de l'année. C'est ça. Il en veut 100, lui. Il veut 100 millions de clients. 100 millions, Mais alors, il n'y a pas d'horizon de temps. Donc, après, il y a un autre élément à prendre en compte. D'abord, c'est important. Nous, on le regarde comme on aimerait faire aussi bien en termes d'acquisition. Le terrain de jeu n'est pas le même. C'est des acteurs qui sont sur une 50aine de pays. C'est vrai. Nous, on n'est que français. C'est vrai. Ce qui n'est pas du tout une excuse, mais c'est quand même un terrain de jeu qui n'est pas le même. Donc, c'est à nous de nous poser la question peut-être de regarder ce terrain de jeu. Mais en tout cas, la réalité, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes choses. L'autre élément qui est fondamental à bien prendre en compte, c'est là où on ne fait pas exactement encore la même chose, c'est qu'aujourd'hui, ils sont sur une verticale qui est le paiement, qui est un élément important, fondamental de la relation bancaire, mais ce n'est pas le seul. Et donc, si on comparait les encours par client, par exemple, on est plutôt sur j'essaye de simplifier, mais 500 € par client chez ces acteurs néobanques paiement. Nous, on est plutôt à 15 500 € par client. On a 40 milliards d'encours, nous, de gestion au global. C'est-à-dire qu'en gros, pour résumer, il y a beaucoup plus de... comment est-ce que tu appelles ça d'ailleurs dans ton secteur ? J'allais dire, moi, compte primaire, de réels comptes chez Boursorama que chez N26 ou Revolut où c'est un compte secondaire, un compte tertiaire, c'est normal, etc. encore une fois. Il faut d'ailleurs, ils le disent, donc je ne vais pas faire leur stratégie, mais je pense qu'ils vont développer ces produits. Mais Benoît, alors je vais peut-être te mettre en porte-à-faux avec ton actionnaire, ton patron, Frédéric Oudéa, qui un jour m'a dit, vous savez, le jour où il faudra décider où vraiment mettre votre vrai argent, il y a assez peu de risques que vous le mettiez dans ce genre de banque. Lui, en tout cas, c'est sa conviction profonde. Mais je partage totalement cette conviction, et c'est pas parce que c'est Frédéric Oudéa. Je pense que la notoriété, la crédibilité, et c'est pour ça que le régulateur est un point fondamental. C'est bien qu'on soit régulé. C'est fondamental. On ne peut pas, après avoir passé 20 ans, avoir fait un peu d'économie, prendre son argent, le mettre quelque part, puis la personne peut partir avec. C'est pas possible. Donc,
il est important d'être crédible. Pour être crédible, nous, on a eu la chance d'avoir un actionnaire de référence depuis toujours qui est Société Générale. Donc, évidemment que ça aide quand on veut faire de l'épargne. Ah bah, c'est évidemment clair. que c'est important. Ça, sinon, on n'aurait probablement pas réussi. Aujourd'hui, je pense que même notre taille aussi, quelque part, nous aidera. Parce que comme on a beaucoup de clients, beaucoup d'encours, je pense que c'est rassurant. C'est un élément fondamental. Donc à nous de continuer à mériter aussi cette confiance finalement des clients, des régulateurs, etc. Et donc je pense qu'il faut arriver à faire les deux. Mais arriver chez un acteur digital en disant je vais mettre toutes mes économies alors que je ne connais pas cet établissement, c'est vrai que c'est compliqué. Et donc je pense que nous on allie un peu compliqué pendant et un ça moment. restera compliqué. Mais nous le fait qu'on fasse du crédit immobilier, du crédit consommation, de l'assurance vie, des livrets A, etc. Qu'on soit là depuis longtemps et qu'on ait maintenant plus de 2,5 millions de clients, je pense que ça pose quand même Boursorama. Un mot, donc hausse de 35% des revenus sur les 9 premiers mois de 2020, c'est ça hein. J'avais vu que dans le retail, le commerce, 70% des plus de 60 ans qui avaient fait une commande en e-commerce ne l'avaient encore jamais fait. Et ils ont adoré. Et donc là, il va y avoir un levier considérable. Est-ce que ça peut être pareil pour la banque? Parce que tu parlais des jeunes, mais est-ce que tout à coup, cette explosion du digital liée à la pandémie, ça peut élargir ta base de clients? Ça peut élargir. Je pense que ça partit... En fait, pour être tout à fait franc, je crois que ça ne change pas le travail de fond et le sous-jacent dont on parlait au début. C'est-à-dire qu'évidemment, on sent bien que les attentes du consommateur, au global, elles vont vers le temps réel, elles vont vers la liberté, elles vont vers la simplicité, elles vont vers le prix. On peut le prendre par tous les bouts, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec le Covid ? Comme je ne vais pas faire le consultant, mais tout le monde l'a dit, ça a accéléré encore le phénomène. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui étaient beaucoup moins naturellement éligibles, qui se sont dit, mais après tout, en fait, ça marche. Donc, non, mais c'est aussi simple que ça. Donc, en fait, après, la banque, c'est un cas particulier, je pense, dans le secteur. D'abord, on a été peut-être pas trop en avance, pour être honnête, si on doit se donner quelques critiques. Je ne pense pas que la banque était en avance de phase au début, en tout cas sur les sujets un peu technologiques, sur les sujets innovants. Et donc voilà, je pense qu'il faut aussi qu'on fasse un peu notre mea culpa. Maintenant, c'est en train de complètement changer. Il y a plein d'entités qui se lancent, des fintech. Dans les banques, ça bouge beaucoup aussi. Pareil de la Société Générale, il y a énormément de choses et d'initiatives. Bon voilà, donc c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que les clients le demandent. C'est toujours pareil. En fait, à un moment donné, on s'adapte à ce que veulent les clients. Ouais, enfin, c'est toujours pareil. Non, pour les banques, ça commence. Oui, voilà. Peut-être qu'on n'était pas. Ça n'a pas été toujours pareil, tu vois. Non, mais peut-être c'était. J'attends quand même encore le jour où je pourrais scanner un chèque et où tu l'encaisseras. Ça va arriver. Je crois qu'il y a 15 ans que ça existe aux États-Unis à peu près. Ça va arriver. Voilà, j'attends ce jour-là. Ça va arriver. À ce moment-là, tu reviendras pour nous raconter tout ça. Ça va arriver. Benoît Grisoni, le directeur général de Boursorama, était notre invité sur Bismart.